Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le représentant résident du système des Nations Unies fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Philippe Poinceau est en fin de mission. Il a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Le diplomate onusien se réjouit des 4 années de mission effectuées en terre ivoirienne. Le grand oral devant les députés se poursuit. Ce mardi, 3 ministres étaient face aux élus de la nation pour l'adoption de leur projet de budget 2025. Il s'agit entre autres du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Leur budget et programme ont été validés par les députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et dans ce 20h, nous irons à la rencontre d'un visage qui incarne la Côte d'Ivoire solidaire. Awa Diallo, jeune ivoirienne, entrepreneur, est investie dans le social. À la tête d'un commerce de lingerie, elle a mis en place un système de financement particulier pour aider les autres. Les jeunes et les femmes issus de milieux défavorisés retrouvent le sourire. Éliminatoire, CAN 2025, les éléphants de Côte d'Ivoire s'imposent aux Cadiens 4-0 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les champions en titre sont déjà qualifiés pour le Maroc, mais quels enseignements retenir de leur parcours dans ces éliminatoires? Nous recevrons Anne-Marie Nguessan, média officer des éléphants. Soyez la bienvenue. Et ainsi, RTI 1, le représentant résident du système des Nations Unies, Philippe Poinceau, est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Avant son départ d'Abidjan, il a été reçu, vous allez le voir, par le président de la République, Alassane Ouattara. Le point de la coopération a été dressé. Il a fait ses adieux au chef de l'État. Le diplomate onusien, je rappelle, quitte Abidjan après 4 années de mission. Plus de détails avec Mahama Traoré. Depuis janvier 2020, Philippe Poinceau œuvre à ce que les structures du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire interagissent de manière cohérente et intégrée, de sorte à apporter des réponses aux besoins nationaux. En fin de mission, le coordonnateur résident du système des Nations Unies vient faire ses adieux au chef de l'État. Il dresse un bilan positif de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Une contribution que nous avons pu apporter sur des questions de développement avec des ressources qui ont été mobilisées aussi en addition à celles de la Côte d'Ivoire. Et puis, j'en ai profité également pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les belles réalisations en Côte d'Ivoire, que ce soit en matière d'institutions qui ont été mises en place et bien sûr d'infrastructures qui viennent soutenir l'essor du pays. Je quitte cette fonction avec très optimiste, avec le sentiment que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Et si elle continue comme ça, sera un modèle pour l'Afrique entière. 18 organismes, dont l'OMS, le PNUD, l'UNICEF, la FAO ou encore ONU Femmes, forment le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Une délégation de la Fédération internationale de basketball, conduite par son président, a été reçue par le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé aujourd'hui. L'instance internationale de basketball a évoqué avec son hôte les projets futurs, notamment la tenue prochaine du Women Afro Basket 2025 en Côte d'Ivoire. Et je l'annonçais, les champions en titre de la CAN imposent leur suprématie cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils étaient face donc aux Cadiens. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu l'équipe du Tchad 4-0. Les Ivoiriens sont déjà qualifiés pour la CAN 2025 au Maroc. Mais quels enseignements retenir de ces derniers matchs de poule? Nous avons avec nous Anne-Marie Nguessan, média officer des éléphants. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Marie-Laure. On savoure la victoire encore. Bien sûr, merci comme beaucoup. Ça, du stade Félix Houphouët-Boigny. Oui, j'ai encore la ferveur des supporters ivoiriens encore à l'esprit. Et surtout, vous continuez de savourer cette belle victoire. Voilà, la Côte d'Ivoire vient de jouer son dernier match de poule qui s'est soldé par une victoire 4-0 face au Tchad. Et avant cela, on avait joué contre la Zambie.
Quel commentaire faites-vous du parcours des éléphants dans ces éliminatoires? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, au nom du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yassine Idriss Diallo, dire merci au directeur général de la RTI pour cette magnifique invitation ici au JT. Alors, quels enseignements tirer? Je voudrais d'abord dire que la Côte d'Ivoire finit deuxième de son groupe, le groupe G, au terme des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La Côte d'Ivoire finit avec 12 points derrière la Zambie. 4 victoires, 2 défaites. Alors, on retient que même en étant champion d'Afrique, on peut parfois faire des faux pas, mais on sait se racheter, on sait se retrouver, on sait retrouver notre bon état d'esprit pour pouvoir bien finir, comme nous l'avons fait ici devant notre public. Cet après-midi, on a marqué de bons pas. On a posé de bons pas. 4-0, oui, parce que le public ivoirien nous attendait. Il y avait beaucoup d'attentes, surtout quand on vient après 2 défaites face à la Sierra Leone et face à la Zambie. Il fallait que les éléphants de Côte d'Ivoire se rachètent ici à Abidjan devant leur public. Et c'est ce qui a été fait avec, bien sûr, le travail accompli par le sélectionneur national, Emers Faye, et son encadrement technique. Et justement, vous parlez du sélectionneur Emers Faye qui a beaucoup fait tourner son effectif. On l'a pu le constater. On a assisté même au remplacement du capitaine Franck Kessié par Seko Fofana. Les supporters continuent de se demander, avons-nous aujourd'hui une équipe type? Le sélectionneur continue de travailler. Voilà, donc c'est par rapport aux entraînements au fait qui détermine ceux qui vont jouer le jour du match. Voilà, donc c'est celui qui est le joueur qui est en forme, plus en forme du moment au fait qui sera sur le terrain. Lui seul connaît tout ce qu'il fait. Exactement. Il a son calcul là. Voilà, tactiquement, techniquement, je crois que c'est le coach au fait qui peut dire que tel joueur joue ou tel joueur ne joue pas. Alors en tant que média officiel, est-ce qu'on a une équipe type? On part bientôt au Maroc. On a une équipe type? Ou bien... Comme vous l'avez dit tantôt, hein, il y a eu beaucoup de changements. Donc le coach continue encore de chercher l'équipe type avant la CAN 2025. D'accord. On connaît désormais les nations qualifiées pour la prochaine CAN. Par exemple, le Ghana et la Guinée n'y prendront pas part. Quelles sont les surprises de ces éliminatoires? La grosse surprise pour moi, je dirais que c'est le Ghana. Le Ghana qui ne sera pas au Maroc en 2025. Dommage pour cette belle nation de football qui sera absente à la CAN 2025 au Maroc. D'accord. Alors, le Maroc, c'est pour bientôt. Anne-Marie, comment les éléphants se préparent? Quel est leur état d'esprit? Vous qui les côtoyez tous les jours, dites-nous. Et c'est la dernière question. On vient à peine de finir. On va juste se poser. C'est ça. Voilà, pour pouvoir revenir encore. Le prochain challenge, c'est en mars pour les éliminatoires du Mondial 2026. Pour l'instant, on va se poser, comme je l'ai dit, on va savourer cette victoire. Après 2 défaites, quand même, on revient de loin. Et 4-0 quand même. Exactement. On a senti que les Ivoiriens n'étaient pas contents du tout après les 2 défaites, ce qui est tout à fait normal, parce que ce sont nos premiers supporters. Mais là, comme je l'ai dit au début, on a su se racheter. 4-0 devant notre public pour leur dire merci. Merci pour leur soutien de tous les jours, de tous les temps, aux éléphants de Côte d'Ivoire. Merci infiniment au public de Côte d'Ivoire. Merci à tous les supporters des Ivoiriens d'être toujours derrière les éléphants, même quand ça ne va pas. Et quand ça va, ils sont toujours là. Et je voudrais dire merci spécialement aux supporters de cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils ont été magnifiques. Ils ont été derrière les éléphants du début jusqu'à la fin. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils les ont poussés. Et ça a donné le résultat qu'on connaît, 4-0 face au Tchad. Et c'est ce qu'on va faire encore pour le Maroc, parce qu'il faut garder la coupe, n'est-ce pas? On l'espère. On fera tout, en tout cas. On va travailler d'arrache-pied au fait pour pouvoir conserver notre magnifique trophée. Merci beaucoup, Anne-Marie Nguessan, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle aussi que vous êtes la média officielle des éléphants et que vous avez aussi été promue à la CAF. Je dévoile le secret. Média. Félicitations, officier média de la CAF. Et c'est une femme qui est aux commandes là-bas. Merci beaucoup pour la communication que vous gérez avec Maestria. Merci Anne-Marie Nguessan. Merci encore au nom de la Fédération ivoirienne de football.
et merci d'être passé. Vous restez pour le moment avec nous. On va faire un tour à l'Assemblée nationale où le grand oral se poursuit devant les députés. Les membres du gouvernement défendent leur programme, leur budget. Et ce mardi, 3 ministres étaient face aux élus de la nation pour l'adoption de leur projet de budget 2025. Il s'agit entre autres du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Leurs budgets ont été validés par les députés, nous témoigne Walter Madou Ouattara. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui entame la série des questions-réponses face à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Il présente le projet de loi du budget programme 2025 de son département ministériel. Le projet de budget 2025-2027 d'État ministère de la Défense a connu une hausse de 10,6% par rapport à l'exercice 2024. En effet, le ministère d'État ministère de la Défense s'est résolument engagé à œuvrer pour doter notre pays d'un outil de défense suffisamment fort pour contrer donc toute menace face à une situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest préoccupante. À l'unanimité des membres de cette commission, le montant de 441 milliards 598 millions de francs CFA est adopté. Les sujets sécuritaires et judiciaires préoccupent également les députés ivoiriens. Les ministres Sanson Kambilé et Vagondo Diomandé ont chacun défendu, au titre de l'année 2025, les budgets de 122 milliards 499 millions de francs CFA pour le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Plus de 830 milliards de francs CFA pour l'intérieur et la sécurité. Les deux montants ont été adoptés par vote. Les crédits qui ont été alloués à nos départements ministériels respectifs nous permettront d'avoir la meilleure offre de services aux populations pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, continue d'être ce pays-là de référence aujourd'hui qui attire tout le monde parce que nous avons la sécurité, parce que notre justice répond aux normes exigées sur le plan international et notre défense est solide. Les efforts continus du gouvernement ont permis d'impacter significativement l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. Il est passé de 6,8 en 2012 à 1,2 en janvier 2024. Et on reste à l'Assemblée nationale où le président de l'institution, Adama Bictogo, a eu une séance de travail avec le réseau des femmes administrateurs. C'est une association qui œuvre pour un meilleur positionnement des femmes au sein des structures et institutions. Le réseau se prépare à organiser en avril prochain la journée des femmes administrateurs. Konaté Moussa, Zakaria Traoré. Elles souhaitent être au premier plan dans les administrations et veulent prendre une part active dans le développement et le rayonnement de leurs différentes institutions et leurs services. Une volonté que ces membres du réseau des femmes administrateurs sont venus réaffirmer au président de l'Assemblée nationale au cours d'une séance de travail. Nous sommes regroupés pour 2 objectifs. Impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne par les femmes en mettant à la disposition des décideurs des femmes administrateurs compétentes et des femmes administrateurs capables d'opérer le changement au niveau de leurs services. Premier objectif. Deuxième objectif, nous œuvrons à la promotion, à l'épanouissement et au bien-être de la femme administrateur. Il s'agit pour nous de promouvoir les femmes administrateurs compétentes et vertueuses au poste de décision et au poste de responsabilité. Le réseau des femmes administrateurs prévoit la célébration d'une journée dédiée à leur statut en avril prochain. Le président de l'Assemblée nationale a donc donné son accord pour le parrainage de l'événement. Les paysans ivoiriens sont à l'épreuve de la norme ARS 1000. C'est une norme qui institue de nouvelles méthodes de culture et de traitement de la production cacaoyère. Mais comment les agriculteurs réapprennent-ils à cultiver le cacao? Comment traitent-ils leurs vergers pour satisfaire les conditions d'accès aux marchés européens? Question-réponse avec Jean-Luc Bambo. B. Qu'est-ce que dit la norme? Une salle de classe improvisée, avec des élèves tout aussi particuliers, des producteurs de café cacao. Le cours du jour porte sur la norme ARS 1000 dans la production du cacao. Donc on va essayer de voir dans la norme, qu'est-ce que la norme dit sur le plan de développement de la cacaoyère. Nous sommes en pleine sensibilisation à Data, un village de producteurs de café cacao situé à 8 km de Divo. Tous ici
sont membres de la coopérative Scopad, l'une des 5 coopératives de la région choisies pour implémenter le projet de l'introduction de la norme ARS 1000 en Côte d'Ivoire. Il y a des exigences aussi, parce que le cacao, nous ne le consommons pas, c'est les Européens qui consomment, il y a des normes. Donc avec ça, on va s'arranger pour qu'on puisse vraiment vendre nos cacao. La norme ARS 1000, qui s'impose désormais dans le quotidien des cacaoculteurs, est une certification du cacao ivoirien, un ensemble de règles adaptées au contexte des pays africains proposées par la Côte d'Ivoire et le Ghana, les leaders mondiaux de la production cacaoyère. La transmission de la norme au sein de la communauté des producteurs est l'affaire des paysans relais qui reçoivent cette formation. Adata, Henri Joël est l'un d'entre eux. Après les cours, place au terrain, dans une plantation de membres de la coopérative. Papa, s'il vous plaît, où se trouve le milieu de vos champs? Bon, le champ est grand, c'est vers ici. Cette plantation parfaitement boisée et en apparence bien entretenue n'est pourtant pas conforme à la norme ARS 1000. Quand tu fais un champ, c'est le résultat nous on cherche. Le résultat c'est jet, argent. Bon, si quelqu'un vient et dit non, une fois tu fais comme ça là, ta production là, tu ne vas pas avoir une production. Tu es obligé d'écouter. Dans cette autre plantation, le producteur qui a commencé à appliquer les consignes dit percevoir déjà le changement. Dans mon nettoyage, nous, on retirait, mon travail et moi, on retirait les feuilles mortes totalement. On a vu qu'il fallait un paillage au pied des arbres. Et c'est ce qu'on a respecté. Et quand on a levé les gourmands, on sent que les bois se retrouvent effectivement. Ils sont revitalisés. Des plantations aérées, bien entretenues, reboisées ou des cacaoyers débarrassés des tiges ou branches encombrants sont la garantie d'une meilleure productivité, selon les initiateurs de la norme ARS 1000. C'est une norme qui vient pour aider le producteur à produire du cacao durable et c'est dans une procédure d'amélioration continue pour atteindre donc, les performances escomptées. Adoptée par décret en 2022, cette norme va bien au-delà de l'aspect productivité ou encore revenu des producteurs. Aujourd'hui, nous avons un marché qui est assez exigeant. Nous avons les directives des pays consommateurs. Nous avons l'Union européenne qui a pris un règlement sur la déforestation importée. Donc en faisant déjà la norme ARS 1000, le producteur se met aux normes. Mais bien plus, cette norme permettra de traiter la question de la traçabilité du cacao durable du champ jusqu'à l'exportation, la question des pires formes de travail des enfants et celle de la déforestation et du changement climatique. De quoi garantir de façon durable l'accès du cacao ivoirien à des marchés européens de plus en plus exigeants. Voilà, et on parle aussi des changements climatiques en Azerbaïdjan. Et 2 pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, partagent là-bas leurs expériences en matière de gestion durable des ressources en eau. C'est à Bakou, en Azerbaïdjan, où se tient la COP29 sur le climat. Les actions menées pour une gestion durable et rationnelle des ressources en eau par les 2 pays servent d'exemple. Nous témoignons nos envoyés spéciaux à Bakou, Grace Kando et Adam Sassangari. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent leur expérience en matière de gestion durable des ressources en eau dans un contexte de changement climatique. Selon des experts du domaine, les ressources en eau subissent les effets néfastes de ce phénomène avec la baisse des débits des cours d'eau, la destruction du couvert végétal et des inondations de sites de captage d'eau. L'alimentation en eau potable est fortement tributaire des changements climatiques. Lorsque l'approvisionnement en eau potable ne se fait pas correctement, il y a fort à parier qu'il y a manque de ressources. Il y a fort à parier également qu'il y a contamination de ressources par des activités anthropiques. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes en identifiant, n'est-ce pas, un certain nombre de projets structurants qui consistent à prendre l'eau où elle est, à faire des barrages collinaires, à retenir les ressources pluviales qui arrivent, pour régler l'ensemble de ces problèmes qui sont posés. Il y a une nouvelle approche de gestion que le Burkina Faso a adoptée depuis les années 90, qui est la gestion intégrée des ressources en eau, qui consiste à prendre en compte les besoins de tous les acteurs à la gestion de ces ressources en eau, afin de garantir l'eau pour les différents usages.
Selon la Sodexam, les variations climatiques influencent le niveau des fleuves et des nappes souterraines, affectant ainsi l'accès à l'eau. En termes de variables climatiques, les températures sont en hausse perpétuelle depuis les années 80. Une hausse moyenne de 0,5 degrés, mais qui cache les aspérités régionales. Par exemple, l'année 2021, on a eu une hausse de température de plus de 1 degré. C'est énorme. L'eau de pluie est la première source d'énergie hydrique. Lorsque cette source-là commence à diminuer, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Et ça, c'est le rôle de la météo, de surveiller le climat et évaluer le potentiel hydrique et de faire des rapports pour aiguillonner la décision des gouvernants. En termes de mesures d'adaptation liées aux effets néfastes des changements climatiques, l'Office national de l'eau potable a adopté une approche de gestion intégrée des ressources en eau et la mise en place d'un plan de maintenance et de développement des ouvrages de mobilisation des ressources en eau. On va marquer un petit arrêt à Paris où se tient l'un des plus importants rendez-vous économiques France-Afrique dénommé Ambition Africa. La 6e édition est l'occasion pour la France de réaffirmer son engagement pour l'amélioration de son partenariat avec les pays africains. La ministre Françoise Remac a présenté les atouts des industries culturelles et créatives de notre pays. Rallye demandé depuis Paris en France. Pour la 6e année de suite, le Gotha des chefs d'entreprise et ministres africains se réunissent à Paris pour plancher sur l'amélioration du partenariat France-Afrique. À l'ouverture de l'édition 2024 du rendez-vous Ambition Africa, la France réaffirme sa volonté d'aller encore plus loin dans sa collaboration avec les pays africains. En 2023, nos échanges commerciaux ont atteint 64 milliards d'euros. L'Afrique est l'un des moteurs de la croissance du XXIe siècle. J'ai la conviction qu'une partie de l'Europe et une partie de l'avenir de l'Europe est en Afrique, avec l'Afrique. Bâtir une coopération plus saine et plus équilibrée entre l'Hexagone et l'Afrique, c'est l'appel que lancent les hommes et femmes d'affaires africains à cette rencontre. On veut des partenariats qui soient gagnant-gagnant, on veut un New Deal, on veut une manière beaucoup plus respectueuse en fait finalement de penser le développement économique, de penser la relation d'affaires en tant que partenaire d'égal à égal. Il faut qu'on passe de cette relation encore très empreinte de condescendance postcoloniale. Je pense que l'Afrique n'a pas besoin aujourd'hui de discours compassionnels, elle a besoin de partenaires parce qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui vous ne pourriez pas avoir de téléphone portable dans votre poche s'il n'y avait pas des terres rares qui venaient du Congo. Au rang des speakers de la 6e édition d'Ambition Africa, la ministre ivoirienne de la Culture, Françoise Remac, vante les potentialités du secteur des industries culturelles et créatives qui représente 4,3% du PIB en Côte d'Ivoire, avec plus de 600 000 emplois. Les industries culturelles et créatives peuvent répondre à la problématique de l'employabilité parce que dans ce secteur, on retrouve beaucoup de jeunes, innovants, créatifs. On a présenté les infrastructures autour du parc des expositions qui permet aujourd'hui d'organiser de très gros événements. La Coupe d'Afrique des Nations a également été un modèle en matière d'atouts à la fois sportifs et culturels qui a été montré aux yeux du monde entier. Grâce à l'appui et l'accompagnement et de partenaires économiques, nous pouvons accélérer le développement dans les industries culturelles et créatives. L'Ivoirien Cissé Cheikh Salah, médaillé de bronze au JO de Paris 2024, est la guest star de la 6e édition d'Ambition Africa. Il partagera avec le public son parcours de champion de taekwondo et ses projets futurs. Voilà, et le secteur culturel ne l'oubliera jamais. La Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses illustres fils. C'est un pionnier de l'art contemporain. L'artiste peintre ivoirien de référence, Monembo, a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans. Il a influencé plusieurs plasticiens ivoiriens. L'artiste utilisait une technique particulière, la peinture pagée. Ses œuvres ont été exposées à Sao Paulo, au Brésil, au Nigeria, en France et aux États-Unis. Le natif Danyama Zokonskwa a étudié à l'école normale d'Abidjan avant de se spécialiser dans les beaux-arts en Côte d'Ivoire, puis à Marseille en France. Ses premières œuvres datent de 1973. Ainsi va la vie. Adieu l'artiste.
C'est un fonds alimenté par les dons, legs et autres donations. Le WACF, outil d'aide et de soutien au développement économique et social, se déploie en Côte d'Ivoire. La ministre Kabanialé et le directeur de la Banque islamique de développement pour l'Afrique de l'Ouest lancent les bases du développement du projet. Léon Brou nous explique. C'est un fonds de 35 milliards avec un potentiel mondial de 500 milliards de dollars par an. Le WACF, un levier de développement économique et social peu développé en Afrique. Seulement 2% des actifs de la finance islamique mondiale. Cette faible part de marché indique tout simplement un grand potentiel inexploité. Donc c'est une opportunité en soi, offrant des opportunités significatives pour élargir l'accès aux services financiers et surtout mobiliser de ressources pour des projets durables et inclusifs. Soumis donc à l'examen des experts, les mécanismes juridiques et financiers du WACF, le cadre de réglementation et de régulation de la finance islamique dans l'espace UEMOA. 3 jours de réflexion pour le déploiement du WACF en Côte d'Ivoire avec l'appui du gouvernement à la demande de la communauté musulmane. Nous souhaiterions que le gouvernement intègre le projet WACF dans l'ordonnancement juridique, économique et financier de la Côte d'Ivoire. Le WACF contribue durablement à la résilience et à la cohésion sociale. Au regard de son potentiel, le gouvernement de Côte d'Ivoire envisage d'intégrer ce puissant outil dans un appui complémentaire aux efforts entrepris pour accélérer notre marche vers la croissance inclusive. Instrument de la finance islamique, le WACF s'alimente de dons, legs et autres donations. Son déploiement en Côte d'Ivoire dans le prolongement du partenariat entre le ministère en charge de l'économie et la Banque islamique de développement. Je vous invite maintenant à découvrir une championne de la solidarité. Elle se nomme Awa Diallo. Jeune ivoirienne entrepreneur, elle est investie dans le social. À la tête d'un commerce de lingerie depuis plus d'une dizaine d'années, elle a mis en place un système de financement particulier pour aider les autres. Son action impact. Awa Diallo est beaucoup sollicitée par des jeunes et des femmes issues du milieu défavorisé. Alessi Ouedraogo, Anel Dekrisa. Cet après-midi, aidée de ses assistantes, Awa Diallo prépare d'importantes commandes. Mais elle n'a pas demandé collant. Ces colis iront vers des villes de l'intérieur, mais aussi à l'étranger. Ernestine, le colis de Cameroun là, tu as fait. C'est son carton qu'elle a. Sage-femme de formation, Awa a pris le pari il y a quelques années de se lancer à plein temps dans sa passion, la vente de lingerie fine, élargie aux vêtements pour enfants. J'avais des problèmes à trouver de la lingerie de qualité moins chère. Donc j'ai commencé à importer et puis je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient le même besoin de lingerie de qualité. Et puis l'accessibilité, c'est vrai, mais le coût aussi, c'était un vrai phénomène. Il fallait aussi avoir la disponibilité sur place pour ne pas attendre toujours les commandes. Parfois, quand tu commandes en ligne, on t'arnaque. Parfois aussi, ça ne vient pas en ta taille. Parfois, c'est ta taille, mais ça ne te rentre pas. Donc, je voulais que les Ivoiriens aient le stock ici, sur place. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé sur un parasol, après dans un conteneur de 2 mètres carrés. Et puis, par la suite, un petit magasin. Et aujourd'hui, nous sommes devenus une structure, une entreprise. Samira, tu connais la gare du Tchad? 5 années plus tard, grâce à son courage, sa détermination et son abnégation, Awa est à la tête de 2 boutiques qui ont pignon sur rue. Après avoir préparé ses colis, cap sur sa 2e boutique à quelques 500 mètres. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a des gens qui sont une quantité sociale aujourd'hui? Awa doit y apprêter un autre type de paquet, les kits sociaux. Très souvent sollicité par des jeunes et des femmes issus de milieux défavorisés, l'entrepreneur a mis en place un système de financement particulier qu'elle nomme MGA Finance. C'est un kit qui finance des personnes qui n'ont vraiment pas d'argent. Tu n'as même pas 5 francs sur toi. Tu viens, on te donne la marchandise de ton 5 000, tu t'en vends et puis tu viens rembourser. Grâce à cette aide, Awa participe à sortir plusieurs familles de la précarité. Avant, je l'avais habillé. Quand Assetou est venu, j'ai expliqué mon problème à Assetou. Assetou est venu, elle a expliqué mon problème. Elle m'a envoyé chez Awa.
Aujourd'hui, ça va. Il a pris quelque chose de 50 000, mais aujourd'hui, il peut prendre bagage même de 1 million. En tout cas, aujourd'hui, ça va. J'ai un magasin même aujourd'hui, ça va. Dans la rue, mais souvent, il peut dormir dehors. Allez là, il arrive à ramener un peu d'argent à la maison, au village, à ma maman, à mes petites soeurs qui sont sur maison, qui leur donnent un peu d'argent. Pour ces femmes et jeunes, Awa est l'espoir d'un nouveau départ. Moi, au début, quand j'ai commencé, sincèrement, je n'avais rien de... Premier jour même quand je suis venu prendre bagage, quand je partais, il n'y a pas caché. C'est elle-même qui m'a donné transport. Quand je partais, moi aujourd'hui, s'il y a un problème de 500 000, moi je peux réguler. Modèle de discipline, de travail et d'union dans une Côte d'Ivoire qui se veut solidaire, Awa Diallo est un entrepreneur inspirant qui démontre qu'à force de travail, l'on peut transformer ses rêves en réalité. Son nouvel objectif est d'aider encore plus de jeunes et femmes à être indépendants financièrement. Oui, comme c'est beau de donner du sourire aux autres, c'était un reportage d'Alexis Ouedraogo. On termine ce journal par ce communiqué émanant de l'état-major général des armées. Un exercice militaire aéroterrestre mené conjointement par les forces armées de Côte d'Ivoire et les armées françaises se déroulera du 18 au 30 novembre 2024 dans la région de Gbeke. Cet entraînement vise à éprouver l'interopérabilité des moyens globaux de protection de l'espace aérien dans une perspective interalliés. L'exercice engagera des moyens aériens des deux armées qui réaliseront des survols tactiques pouvant occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations pour les éventuels désagréments tout en s'engageant à en réduire l'impact. Communiqué signé du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On continue de promouvoir la paix sans relâche. À demain 20h.